Depuis plusieurs années et de plus en plus ces derniers temps, on parle du phénomène du terrorisme rwandais. Nous avons voulu aborder dans cette vidéo ce phénomène du terrorisme rwandais à travers le titre Le Canada face au terrorisme rwandais. Au départ, nous posons deux questions provocatrices ou choquantes. La première question, le Canada est-il capable de protéger et de défendre tous ses citoyens? La deuxième question, le Canada a-t-il la volonté politique de protéger et de défendre tous ses citoyens? Avant de répondre à ces deux questions, revenons au titre de cette vidéo. Le titre parle du Canada face au terrorisme rwandais. Ce titre lui-même nous amène à nous poser trois questions. La première question, qu'entendons-nous par terrorisme rwandais? La deuxième question, existe-t-il un terrorisme rwandais? Et la troisième question, le Canada fait-il face au terrorisme rwandais? Après avoir répondu à ces trois questions, nous allons revenir à nos deux questions de départ, à savoir si le Canada est capable de protéger et de défendre tous ses citoyens, et si le Canada a une volonté politique de protéger ses citoyens. Commençons. Qu'entendons-nous par terrorisme rwandais? Par terrorisme rwandais, j'entends tout acte d'intimidation ou de criminalité commis à l'extérieur des frontières du Rwanda, soit directement par un agent de l'État rwandais, ou soit indirectement par une personne interposée ou une association ayant des liens directs ou indirects avec l'État rwandais ou le pouvoir au Rwanda. De tels actes sont commis contre un État étranger, ses institutions, ses agences, ses citoyens ou toute autre personne vivant sur son territoire. La deuxième question, existe-t-il un terrorisme rwandais? La réponse à cette question est définitivement oui. Il existe bel et bien un terrorisme rwandais. Nous allons étayer cette affirmation avec les cas les plus frappants, les plus notoirement connus par le public et les médias. Le premier cas, nous allons parler du cas de Seth Sendashonga. Seth Sendashonga, c'est un ancien membre du Front patriotique rwandais, parti au pouvoir au Rwanda, et ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement rwandais, d'après le génocide de 1994. Il a échappé à un attentat au mois de février 1996 au Kenya et malheureusement, il sera assassiné dans le même pays le 16 mai 1998. En 2019, dans une adresse publique, le président de la République, Paul Kagame, va révéler lui-même que Seth Sendashonga a été assassiné parce qu'il avait franchi ce qu'il appelle une ligne rouge. Yes, this is what is happening. Now, other things. For people who know, who remember, who have memory, it's not so long ago. Around 1998. Do you remember somebody called Seth Sendashonga? Muramuzi. Do you also know an author or some academic or something called Prunier? Gerard Prunier, you remember him? Has anyone seen his book,
called From Genocide to Continental War or something. Does anybody know about the book? You are really something. There is a book he wrote. I think it is From Genocide to Continental War. In that book, you should look for it. He gives a story of before Seti Sendashonga died, 98, how he met him in Nairobi with generals from Uganda. And he even mentioned the name. He mentions the names. And he says, he was actually, says personally, he was in the meeting. In fact, he's the one who introduced, before that meeting, he's the one who introduced Seti Sendashonga to Uganda, authorities in Uganda. And from that, he says, then subsequent to that meeting, they had a meeting in Nairobi with the generals from Uganda. And the meeting was about putting together all means to support Seti Sendashonga, even militarily, as long as he can also mobilize Rwandese, which he said he was doing and already had a few hundreds, according to him. So they put up a plan, and he says, so he was saying, I'm saying it with authority because I was in the meeting. And Prunier hasn't been very friendly with us, as you also know in other cases. And in fact, even in that, he's trying to say, in fact, this is why Seti Sendashonga died. Because when we had been planning this and had put him in contact with, and everything was coming together, that the government of Rwanda thought that Seti Sendashonga had crossed the line. And that's how he came to die. Well, so my reason for pointing out this is to show the cycle of things that have been happening for the last now 20 years, where while we are meeting here, trying to see how we should develop, and there is somewhere saying, we will not allow you. It is a repetition of that. It's the same thing coming back. So this was, you read carefully, and it has elements of truth in what Prunier was saying, because we actually had that intelligence that indeed those things were happening. The things he wrote in his book. As to whether actually Seti Sendashonga died because he had crossed the line, I have very little to say about that, but I'm also not apologetic about it.
Le deuxième cas que nous allons aborder, c'est le cas de l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, M. Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa, qui était membre du Front patriotique rwandais. Le 19 juin 2010, en Afrique du Sud, il a échappé à un attentat au meurtre. Au mois d'août 2014, en lisant le verdict du procès de l'attentat d'assassinat du général Nyamwasa, le juge sud-africain a déclaré ce qui suit. La tentative d'assassinat de Kayumba Nyamwasa avait des motivations politiques et que ça a été orchestré par un groupe de gens au Rwanda. Le troisième cas que nous allons aborder, c'est le cas du lieutenant Joël Mutabazi. Le 20 août 2013, le lieutenant Joël Mutabazi, un ancien garde du corps du président Paul Kagame pendant 20 ans, qui avait fui le régime du Rwanda et qui était sous la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a été kidnappé en Ouganda et s'est retrouvé en prison au Rwanda, où il a été jugé et condamné à la prison à vie. Le quatrième cas que nous allons aborder, c'est le cas du colonel Patrick Karegeya. Dans la nuit du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2014, le colonel Patrick Karegeya, chef de service des renseignements extérieurs du gouvernement du Front patriotique rwandais, il a été trouvé étranglé dans une chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Dans une adresse publique, le président du Rwanda, Paul Kagame lui-même, commentant indirectement la mort de Patrick Karegeya, a dit ceci. Quiconque trahit notre cause ou souhaite du mal à notre peuple deviendra une victime. Il reste seulement à savoir comment il deviendra une victime. Ceux qui vous demandent si c'est vous qui l'avez tué, je vois des gens qui tentent de le nier. Vous devriez plutôt être les premiers à le faire. Fin de citation. Urareba ejo bundi aha nyine birirwa byonyine no kumva mbisubiramo wenda ndumva ari nko kubiha agaciro ntari kubiha mbiha ariko kubera kubiganira kubiha ko bikwiye kumvikana. Iyo ubona nari ndiho mbona njya gusoma ibi byanditswe na Prime Minister nari mvuze narebaga n'ibindi biriho bivugwa nari ndiho mbwira abantu bacu muri leta n'abandi narebaga babisubiza njye nta nubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho ubu nibwo bwa mbere mvuze ariko nkabona n'abantu bacu bamwe oya ntabwo ari twe twabikoze bahakana nibyo ntabwo ari mu babikoze ariko bugiye ikibazo cyanjye ahubwo ntimwari mukwiye kuba mubikora ahubwo ntabwo nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo nta diplomasi ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora ni ukuba abantu bashobora kagambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo. All those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu itabura u Rwanda rwabagize icyo birata u Rwanda rwabagize icyo baje gutuka to abuse. Yewe nta diplomasi nta
You should have been the ones. Yes, it shouldn't have been somebody else. You should have been the ones to do it. Dans un procès pour savoir qui a tué Patrick Karegeya, procès tenu en Afrique du Sud, un juge de la Cour sud-africaine, Monsieur Justice Mashiane Matopa, il a déclaré ce qui suit. Monsieur Karegeya ainsi que d'autres tentatives d'assassinat étaient directement liées à l'implication du gouvernement rwandais. Le cinquième cas que nous allons traiter, c'est le cas de Paul Rusesabagina. Le 28 août 2020, l'opposant rwandais de nationalité belge, un homme qui jouit aussi d'une résidence permanente aux États-Unis et qui a reçu plusieurs honneurs internationaux, dont la médaille présidentielle des États-Unis d'Amérique, médaille qu'il a reçue en 2005 dans la main de l'ex-président George W. Bush, pour avoir sauvé plus de 1200 personnes durant le génocide rwandais. Donc cet homme, Paul Rusesabagina, alors qu'il se rendait au Burundi pendant qu'il était en transit à Dubaï, il a été kidnappé par les services de renseignement du Rwanda et paradé devant la presse rwandaise à Kigali par le Rwanda Investigation Bureau, RIB. Ça, c'était le 31 août 2020. À ce jour, il est encore détenu illégalement dans les prisons de Kigali au Rwanda. Passons maintenant à la troisième question. La question de savoir si le Canada fait face au terrorisme rwandais. La réponse à cette question est sans doute oui. Eh bien, le Canada fait face au terrorisme rwandais. Nous allons étayer cette affirmation par les faits suivants. Le premier cas qui atteste que le Canada fait face au terrorisme rwandais, c'est le cas d'une journaliste canadienne très célèbre et très connue qui s'appelle Judy River. La journaliste canadienne d'investigation Judy River nous apprend dans son livre Rwanda, éloge du sang, et dans ses plusieurs interviews, notamment l'interview qu'elle a accordée au journaliste Stéphane Bureau de Radio-Canada en date du 7 janvier 2021. Elle nous apprend qu'en 2014, pendant qu'elle était en Belgique, elle a bénéficié d'une sécurité rapprochée de la part de l'État belge parce que les services de renseignement belges avaient des informations crédibles que sa vie pourrait être mise en danger par les agents de l'ambassade du Rwanda en Belgique. Une quête, un combat, c'est ce que mène la journaliste canadienne Judy River depuis près de 20 ans sur les crimes du Front patriotique rwandais, le FPR. Car ce qui guide cette enquêtrice hors pair, selon l'hebdomadaire Marianne, qui lui a rendu hommage à l'occasion de la sortie en France le 17 septembre de son livre Rwanda, l'éloge du sang, c'est de décrypter le génocide au Rwanda dans toute sa complexité, même quand celle-ci dérange. Ce magazine français ne pouvait pas rater un tel événement. Son ancien collaborateur, le journaliste Pierre Péan, décédé le 25 juillet 2019, s'était vu coller l'étiquette infamante de raciste et de négationniste pour avoir osé le premier enquêter sur ce qui lui apparaissait être les zones d'ombre de la tragédie rwandaise, à commencer par le rôle du chef de l'État rwandais actuel, Paul Kagame. Mais si la journaliste canadienne Judy River n'a pas la stature physique de Péan, elle en a le courage et apparemment la détermination. Son livre, d'abord paru en anglais sous le titre In Praise of Blood en 2018, a été réalisé au péril de sa vie. L'édition française publiait in extenso les centaines d'entretiens qu'elle a menés avec des déserteurs du FPR, d'anciens soldats de l'armée rwandaise, des survivants d'atrocités, des enquêteurs de l'ONU et des documents issus du tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR. Un ouvrage de 474 pages qui a pour ambition de retracer l'histoire complète du génocide rwandais
et qui apporte un éclairage tout à fait nouveau par rapport à la doxa officielle à Kigali. Donc, après le tollé qu'avaient provoqué vos articles publiés en une du Globe and Mail, ainsi que la sortie de l'édition anglaise de votre livre, est-ce que vous redoutiez sa parution en français et je rappelle que vous avez été menacé de mort au Canada pour vos enquêtes sur le Front patriotique rwandais, le FPR. Non, je n'ai pas peur. Mon livre en anglais, In Praise of Blood, est sorti en 2018 et ça faisait 20 ans que je travaillais sur ce dossier et j'avais eu beaucoup plus de menaces quand je travaillais dans l'ombre. En fait, le FPR, le Front patriotique rwandais sous Kagame, est toujours plus efficace à intimider, harceler et cibler les gens qui restent silencieux. Alors, à partir de 2015, j'ai publiquement annoncé que j'étais victime de menaces contre moi et ma famille. Alors, depuis, ma situation de sécurité s'est améliorée. Vous avez un garde du corps? Pas maintenant, non. Mais à un moment donné, vous avez à un moment donné, j'ai eu beaucoup de menaces au Canada, mais surtout quand je voyageais en Europe, en 2014 à Bruxelles, quand je suis allée pour des interviews en Belgique, on m'a fourni, l'État m'a fourni une équipe de sécurité, de garde-corps et de voitures blindées pour faire mon travail parce que l'ambassade rwandaise à Bruxelles constituait, d'après la Belgique, d'après les renseignements, constituait une menace contre ma vie. Le deuxième cas qui atteste que le Canada fait face au terrorisme rwandais, c'est l'émission Enquête de Radio-Canada dans l'émission qu'il a intitulée Des espions parmi nous, qui nous révèle qu'en octobre 2019, sous la plume du journaliste Chantal Lavigne et dans un documentaire Radio-Canada, nous apprenons que le Rwanda envoyait des étudiants au Canada comme des espions. L'espionnage, on l'associe souvent à de grandes puissances comme la Russie ou la Chine. Pas à un pays comme le Rwanda. 25 ans après un génocide qui a fait 800 000 morts, ce pays est cité comme un modèle de résilience et de développement. Et son leader, Paul Kagame, est présenté comme le visionnaire responsable de cette réussite. Les Rwandaises et Rwandais ont reconstruit et développé leur pays de manière remarquable. Mais derrière l'image brillante se cacherait un régime autoritaire qui ne tolérerait aucune dissidence. Le gouvernement rwandais a franchi une ligne en nous menaçant, en ciblant nos enfants. Il lui a dit, si tu continues comme ça, cette grosse tête, on va la faire exploser. Un gouvernement qui surveille et traque ses critiques à l'étranger, même jusqu'ici au Canada. On m'a dit, il y a un homme au Canada, tu dois le trouver. Le troisième cas qui attire notre attention et qui devrait supposer que le Canada fait face au terrorisme rwandais. Et c'est le cas de ce qu'au Rwanda appelle Ingando. Ingando, ce sont des cas d'entraînement paramilitaire auxquels on invite les jeunes Rwandais qui sont dans la diaspora dans plusieurs pays pour participer à certaines éducations civiques, mais aussi à des exercices paramilitaires. Les jeunes du Canada, donc, ne feraient pas exception à ça.
Donc, si ces jeunes terminent ces entraînements paramilitaires, et ces jeunes, ils deviennent ou ils sont déjà automatiquement membres du FPR. Donc, si nous pouvons lier le fait d'être membre du FPR et de prêter serment, un serment d'allégeance, serment selon laquelle s'il ne faut pas les missions que peut leur confier le FPR, ils sont prêts à être pendus. Donc, on comprendra le degré auquel ces jeunes ils peuvent être nuisibles quand il s'agit donc d'exécuter les missions du FPR. Des membres de la diaspora rwandaise disent avoir été menacés et leurs proches enlevés dans le cadre d'une répression mondiale menée par les autorités rwandaises. Une enquête de la BBC a révélé des preuves d'enlèvement et un serment de loyauté controversé, ce que le gouvernement rwandais dément. Reportage de notre correspondant en Afrique du Sud, Andrew Harding, récit Olivier Weber. Une vidéo fuitée d'un rassemblement à l'ambassade du Rwanda à Londres. Des membres de la diaspora doivent prêter serment au parti au pouvoir au Rwanda, promettant de le soutenir jusqu'à la mort. Si je trahis le parti, entonne-t-il, je serai puni par pendaison. L'ambassade nous a assuré que personne n'avait été forcé de venir, mais une personne dans la vidéo dit avoir été là sous la contrainte. D'autres confirment. Soit vous acceptez, soit vous êtes un ennemi. C'est noir ou blanc. Pas de neutralité. Aucune. Un gouvernement qui veut le contrôle de tous les aspects de la vie des citoyens rwandais. Même dans la diaspora. Même dans la diaspora. Le Rwanda est un petit pays au passé tourmenté. Depuis le génocide de 1994, il est dirigé par un homme, Paul Kagame. On lui attribue la transformation du Rwanda en une success story. Mais son gouvernement ne tolère aucune contestation dans le pays et de plus en plus à l'étranger. Les critiques pointent l'affaire d'un leader de l'opposition, assassiné par étranglement en Afrique du Sud. Un chanteur populaire dont les paroles avaient déplu au gouvernement, retrouvé mort dans une cellule de police. Et maintenant, en Australie, un ancien réfugié rwandais nous dit qu'il craint pour sa vie. Noël Zimbabwe dit avoir refusé d'espionner d'autres exilés rwandais ici à Sydney. Comme punition, dit-il, ses 2 frères au Rwanda ont été enlevés l'an dernier. Il redoute qu'ils sont morts. On ne sait pas s'ils sont encore en vie ou pas. Et vu les cas similaires qui sont arrivés à d'autres Rwandais, il n'y a pas d'espoir. C'est pourquoi j'ai décidé de parler. Ils n'ont jamais fait partie d'aucun parti politique. Pourquoi doivent-ils payer un tel prix alors qu'ils n'ont rien fait? Le gouvernement rwandais nous a répondu que ces allégations étaient, je cite, « de vieux et recyclés mensonges, fabriqués par quelques critiques qui veulent ternir l'image du Rwanda ». Mais nombre de ces allégations ne viennent pas de membres de l'opposition. Les preuves qui émergent d'Afrique, d'Australie, d'Europe et des États-Unis indiquent une répression beaucoup plus large, qui ressemble à une tentative d'effrayer des membres ordinaires de la diaspora rwandaise pour obtenir leur obéissance et leur silence. Les autorités rwandaises utilisent une gamme de tactiques pour réprimer toute contestation au Rwanda et à l'étranger. Harcèlement, menaces, détentions illégales, disparitions, torture. Si vous êtes rwandais, c'est plus sûr de rester silencieux. Mais tant que le Rwanda reste stable et prospère, son gouvernement ne subit que peu de pressions extérieures pour mettre un frein à ses méthodes impitoyables. Le 4e cas, c'est le cas de certains Canadiens d'origine rwandaise qui expriment des opinions politiques différentes à celles du régime du FPR Inkotanyi de Paul Kagame
qui ont affirmé avoir été objet de certains actes de vandalisme, d'intimidation et avoir reçu des menaces de mort qu'ils attribuent à l'armée de Kigali. Les cas les plus connus sont les cas de l'ambassadrice Charlotte Mukankusi, le cas du professeur David Imbara et le cas d'un certain François Mutuyemungu, tous vivant au Canada. François Mutuyemungu nawe nguhaye ikaze, ndagira ngo mbere yo kugira ngo ngire ikibazo nkubaza, umutekano wifashe ute ubushize bari baguteye za ntore hamwe n'intore hamwe niko basigaye bazita za Kagame barazakumenera imodoka, ubu noneho umutekano wawe wifashe gute? Kwa Nyakarundi baba baraguhaye agahenge? Arakoze Esperance, kugeza aka kanya ni ibintu bakirimo gukurikirana, cyokora kamera zimwe zo mu baturanyi n'abaturanyi bashoboye kwidantifiya imodoka yabigizemo uruhare ya Golden SUV, ubwo ba nyirayo bazimenya cyangwa bazabikurikirana. Ibyo ari byo byose hari amakuru menshi yafatika polisi yarangije kubona iyo modoka Golden SUV, ubwo umunyarwanda babitunze Ahmed Montane cyangwa mushuti wabo, ubwo ibyo ari byo byose bizamenyekana, nta kintu nabivugaho, gusa ikibazo bagifite mu ntoki kuko barababonye kandi iyo modoka bashoboye kuyidantifiya. Urumva ko ni ibintu, ni amakuru yandi azagaragaza byinshi, nkeka ko biri mu nzego zibishinzwe, akaba nta byinshi nabivugaho ukomeje gutambuka, ariko ntaho bihagaze. Le cinquième cas, c'est le cas que nous avons appelé le terrorisme intellectuel de certains Rwandais proches du régime de Kigali. Suite à l'interview que la journaliste canadienne Judy River a accordée à Radio-Canada le 7 janvier 2021 sur les crimes commis par le FPR, un Canadien d'origine rwandaise, M. Jean-Paul Nyirinkwaya, président d'une association PAGE Rwanda, il a écrit une lettre de protestation à Radio-Canada. À voir de près sa lettre de protestation, cette lettre va au-delà du droit de la liberté d'expression. Analysée de près, cette lettre n'est ni plus ni moins qu'une sorte d'intimidation et de terrorisme intellectuel. Comment un citoyen canadien peut-il oser attaquer un des fondements même de la société canadienne, à savoir la liberté d'expression? Comment peut-on oser demander à Radio-Canada de brimer la liberté d'expression d'une journaliste, tout simplement parce qu'elle parle des crimes commis par le FPR, résultat de ce travail assidu de plus de 20 ans de recherche. Monsieur Jean-Paul Nyirinkwaya, il va plus loin. Il compare l'institution de Radio-Canada, une institution très respectée au Canada et à travers le monde, reconnue par son objectivité et sa rigueur intellectuelle. Eh bien, M. Jean-Paul Nyirinkwaya, il a le culot de comparer Radio-Canada à Radio RTLM, une radio qui a été accusée d'avoir incité le génocide rwandais en 1994. Voici en extenso ce qu'il écrit. Comment la ligne éditoriale de la si bien respectée Radio-Canada peut laisser passer une émission procédant de ce qu'il conviendrait d'appeler une campagne de désinformation, comme l'ont été la RTLM et Kangura, les radios du génocide au Rwanda en 1994. Fin de citation.
Comme des centaines d'autres Rwandais vivant au Canada ou ailleurs dans le monde l'ont exprimé, dans une lettre de soutien à Judy River et au journaliste Stéphane Bureau, lettre adressée à Radio-Canada le 18 janvier 2021 et signée par plus de 700 personnes, je tiens à réitérer mon soutien total à Radio-Canada, au journaliste Stéphane Bureau, au journaliste, chercheur et écrivaine Judy River, pour ses écrits et révélations sur les crimes du FPR et la complicité de certaines puissances occidentales. Le Canada ne doit pas céder au chantage et aux intimidations des extrémistes négationnistes du génocide des Hutus perpétré par l'armée du FPR en Courtanie. La liberté d'expression est la valeur la plus chère non seulement aux Canadiens, mais à tous les citoyens du monde pour qui les droits fondamentaux sont très précieux. Nous devons défendre cette valeur à tout prix et partout où nous sommes. Revenons maintenant à nos deux questions provocatrices que nous avons posées au début. Le Canada est-il capable de protéger et de défendre tous ses citoyens? À cette question, la réponse est définitivement oui. Oui, le Canada possède toutes les capacités de défendre tous ses citoyens, que ce soit à l'intérieur du Canada et à l'extérieur du Canada. La deuxième question, le Canada a-t-il la volonté politique de protéger et de défendre tous ses citoyens? Il est difficile de répondre par un oui ou par un non à cette question. Cependant, il y a des cas qui nous amènent à une certaine réflexion. Le cas des assassinats de deux prêtres canadiens au Rwanda, le père Claude Simard de Roberval, assassiné le 18 octobre 1994, et père Guy Pinard, assassiné le 2 février 1997, en plein jour, pendant qu'il célébrait la messe. La question qu'on peut se demander, le Canada a-t-il exigé du gouvernement rwandais une enquête indépendante et des poursuites judiciaires pour juger les assassins de deux prêtres canadiens assassinés au Rwanda, supposément par les agents du FPR qui voulaient faire taire à jamais les témoins gênants des crimes commis par le FPR? Ça, c'est une question qu'on se pose. Le cas de Judy River en Belgique, que nous avons mentionné en haut, et plusieurs cas d'intimidation et de menaces de mort qu'elle-même et sa famille ont subi au Canada. Le gouvernement canadien a-t-il demandé officiellement des demandes d'explication au gouvernement rwandais? À mon avis, de tels comportements de la part du gouvernement rwandais nécessitent que le Canada prenne des sanctions économiques, voire même diplomatiques, contre l'État rwandais, qui, en toute vraisemblance, continue de se comporter et d'agir comme un État voyou. Le cas de kidnapping de Paul Rusesabagina que nous avons évoqué si haut. Des fois, je me demande si une telle situation arrivait à un citoyen d'origine rwandaise. Le Canada aurait-il la volonté politique de défendre et de faire libérer ses citoyens? Je me pose cette question, mais je pense que tous les Canadiens d'origine étrangère auraient le droit de se poser la même question. En conclusion, nous avons confiance à la protection que nous, les Canadiens d'origine rwandaise, nous bénéficions de la part du gouvernement canadien. Nous lançons toutefois un appel vibrant au gouvernement du Canada de se dissocier et de condamner sans ambages les actes de nature terroriste
menée par le pouvoir de Kigali et ses agents, que ce soit au Rwanda même ou que ce soit à l'étranger. Nous exhortons le Canada de se mettre toujours du bon côté, celui du respect des droits de l'homme, la base même de sa démocratie et de son prestige dans le concert des nations du monde entier. J'espère que cette vidéo a apporté un peu plus de lumière et d'éléments à ce qui convient d'appeler le terrorisme rwandais. Je vous remercie.